Раз, два, три. Comme un frère et une sœur qui se chamaillent, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a désormais son symbole, le pont de Crimée. 19 km pour attacher la péninsule à la Russie. Au-dessus de la ville de Kertch, la vue attire les touristes. C'est beau. Aujourd'hui, on a passé le pont pour la première fois. Vraiment, c'est un sentiment de fierté. C'est la construction du siècle. Beaucoup d'argent a été investi. Il a été construit très vite. C'est un beau chantier. C'est super. 5 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, le ton est encore parfois un peu martial, surtout face à des journalistes occidentaux. Vous êtes d'où? De la France. La Crimée, c'est la Russie. Dites-nous, ce pont symbolise quoi pour vous? Le pont, c'est la grandeur de la Crimée, de la Russie et de notre président. On a voté à 98% pour la Russie. On a toujours été russe. Ça fait maintenant 5 ans qu'on respire. On respire à nouveau. On se sent bien. Les souvenirs glorifient Vladimir Poutine et tant pis pour l'Ukraine, qui voit dans ce pont une provocation, une atteinte à sa souveraineté. La situation a dégénéré le 25 novembre 2018 lorsque 3 navires de la marine ukrainienne ont essayé de passer le détroit de Kertch qui relie la mer d'Azov à la mer Noire. La marine russe est intervenue, a saisi les bateaux et 24 marins ukrainiens ont été emprisonnés. L'Ukraine estime avoir le droit de passer. La Russie affirme que les Ukrainiens n'ont pas demandé l'autorisation. Voilà qui montre à quel point la situation est tendue dans cette région. La construction du pont était une façon pour la Russie d'affirmer sa souveraineté sur la Crimée, désormais rattachée à la mère patrie. Et comme l'enjeu est avant tout stratégique, Vladimir Poutine a mis les moyens pour y arriver. Il aura fallu à peine plus de 2 ans pour le construire. Le 15 mai 2018, le président russe a pris lui-même le volant d'un beau camion orange, un Kamaz, de fabrication russe bien sûr, pour l'inaugurer en grande pompe. Chers amis, je tiens à sincèrement vous féliciter en ce jour extraordinaire. C'est un jour historique, parce que cela fait longtemps, déjà à l'époque des tsars, que les gens rêvaient de construire ce pont. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, une dizaine de milliers d'ouvriers ont travaillé sur ce chantier titanesque. C'est un ami de jeunesse de Poutine, à l'époque de Saint-Pétersbourg, Arkady Rotenberg, qui a obtenu ce marché à 230 milliards de roubles, soit plus de 3 milliards d'euros. 1 an après l'inauguration, le chantier se poursuit, puisqu'un deuxième pont ferroviaire est en construction. L'ensemble sera fini en décembre 2019. Tout est à l'image de la Russie, qui aime rappeler qu'elle est le plus grand pays du monde et que rien ne l'arrête. On retrouve l'esprit de conquête, comme en 1961 avec le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Le vol spatial de Gagarine, c'était un peu plus grandiose. On ne prétend pas comparer la construction de ce pont avec la conquête du cosmos. Mais en même temps, c'est une construction à très grande échelle. Et on est très fiers de ce projet. Et bien entendu, ce sera désormais une carte de visite pour montrer notre savoir-faire des constructions russes d'aujourd'hui.
Il est 5 heures et comme tous les matins, Alexandre Osokhine part à la pêche. Il aurait pu protester contre la construction du pont, lui qui a perdu la moitié de sa ferme aquacole pour laisser la place aux piliers de béton. Et pourtant... Le pont, bien sûr que c'est très bien. Et à travers toute la Crimée, en ce moment, on construit des autoroutes. Alors que pendant la période où on était en Ukraine, rien ne bougeait ici. Tout était figé. Ce pont, il y avait des projets de construction depuis 50 ans au moins. Il était déjà virtuellement dans la tête des gens, depuis l'Antiquité. À l'époque du royaume du Bosphore, il y a 2400 ans, puis au VIe siècle, il y avait déjà un bac ici. Une crevette avalée vous offre une journée de vie supplémentaire. C'est de la protéine à l'état pur. Les opposants au pont s'inquiètent de sa fragilité et du danger à planter autant de piliers dans une mer où très souvent le brouillard empêche toute visibilité. Mais Alexandre y voit d'abord le succès du génie humain, russe bien sûr. On se rend compte que tout est possible. Et je ne pouvais pas croire qu'en 2 ans seulement, un si grand pont allait être construit, qu'il allait réunir les 2 rives. Il y a peu de gens qui sont capables de projets si grandioses. Vous comprenez ? Poutine, il est très fort. Et la découverte du lieu se poursuit à travers les ruines du fort qui surplombent la côte et le pont. On s'est toujours battu pour ce lieu stratégique, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les restes d'une inscription. Il est écrit en allemand « Ne te bouscule pas, la mort, on va tous y passer ». On se rend compte à quel point cet endroit est historique. Et je voulais vous montrer cet endroit parce qu'ici, il y a le fantôme de la forteresse. Il habite ici. C'est l'écho. Il comprend toutes les langues. Tu lui poses une question dans ta langue et il te répond. Poutine, il est notre président ? Si les Russes de Crimée vénèrent le président Poutine pour avoir durablement rattaché la péninsule à la Russie, ils sont moins loquaces sur les conséquences des sanctions imposées par les Occidentaux. Le port de Kertch est presque vide. Seuls quelques navires russes y sont amarrés. Pour les entreprises locales, le passage de l'Ukraine à la Russie n'a pas été facile. La société Pantica fabrique des produits cosmétiques, avec pour matière première la flore et la faune marine de Crimée. Du jour au lendemain, elle a perdu tous ses clients en Ukraine. L'entreprise a dû s'adapter pour le marché russe. C'est difficile. Il y a un lien direct entre tout ça, la politique et l'économie. Nous, on était présents sur le marché ukrainien pendant des années. On a fait des efforts pour conquérir le marché intérieur. Et voilà, on l'a pratiquement complètement perdu. C'est une perte sèche. Et encore aujourd'hui, on n'a pas réussi à retrouver le niveau de production que l'on avait à l'époque de l'Ukraine. La Crimée est sous perfusion. Tous les investissements viennent de Russie, décidés au plus haut niveau de l'État. Le pont en est l'exemple le plus spectaculaire. Mais il y a aussi des commandes pour la défense.
Bienvenue à l'usine de construction de bateaux Zalif, le plus grand chantier naval russe dans le bassin de la mer Noire et de la mer d'Azov. Comme on est en pleine croissance, grâce à de nouvelles commandes, on ne va pas vous laisser entrer dans l'usine elle-même. On va se limiter à la visite du musée et puis on en restera à l'information que je vous donnerai. Honnêtement, je pense que ça devrait suffire. Le chantier naval a retrouvé des couleurs, celles de la marine militaire russe. Pas étonnant que nous n'ayons pas eu le droit de filmer. Alexandre est ravi, pour lui ces contrats flattent sa fibre nationaliste et les sanctions occidentales seraient finalement une chance. Maintenant, on construit pour nous. Sa puissance, la Russie l'a retrouvée à la fin des années 2000, quand elle a affirmé qu'elle était un État fort et qu'il n'est plus possible de l'humilier. Сегодня коллектив завода «Залив» с уверенностью смотрит в будущее и готов к реализации любых, самых сложных задач. Fidèle soldat de la rhétorique de Poutine, Alexandre n'a aucun doute sur la souveraineté du détroit de Kertch. Les navires ukrainiens, ils peuvent passer à condition de demander l'autorisation russe. Mais les bateaux passent librement. Oui, d'accord, on n'a pas laissé passer les 3 bâtiments militaires ukrainiens, mais c'est parce qu'ils n'ont pas informé nos gardes-côtes. Si l'on respecte la procédure, personne n'interdit le passage. L'Ukraine affirme de son côté que le passage est totalement libre, puisque la mer d'Azov a le statut d'une mer partagée entre 2 États. Pour entendre le point de vue des Ukrainiens sur les conséquences de la construction du pont dans le détroit de Kertch, il faut remonter plus au nord, au large du port de Mariupol. Les gardes-côtes ukrainiens nous ont fait monter sur leur dernière acquisition, une vedette rapide à peine sortie de leur chantier naval. Côté ukrainien, il y a, comme du côté russe, une course aux armements. Ce qui agace les Ukrainiens, c'est de voir les navires russes venir les narguer jusqu'ici, puisque la navigation y est libre. Je vous rappelle que selon l'accord qui existe depuis 2003, la mer d'Azov a un statut de mer intérieure de 2 pays, l'Ukraine et la Russie. Et les gardes-côtes russes utilisent ce statut pour se déplacer en toute liberté dans la mer d'Azov. Et presque tous les jours, nos unités opérationnelles qui ont pour mission de surveiller les frontières du pays dans la mer d'Azov observent jusqu'à 5 vedettes des gardes-côtes de la Fédération de Russie. Et l'armée ukrainienne, bien plus faible que la russe, assiste impuissante à la mainmise des Russes sur la mer d'Azov, dont ils verrouillent l'accès avec le pont. Un dimanche après-midi, les habitants de Mariupol vont à la plage et se promènent sur la digue. Peu d'Ukrainiens osent retourner en Crimée, mais le pont, ils l'ont vu à la télé russe et ils sont impressionnés, voire admiratifs. Le pont, c'est bien. Un pont, c'est toujours bien. Ça réunit les gens. Ça sera plus facile pour les gens d'aller là-bas et peut-être un jour pour nous aussi. Les Russes l'ont fait. Bien joué. Moi, je vais être honnête avec vous. Ça aurait dû être construit il y a longtemps, oui, depuis longtemps, quand c'était l'Ukraine, mais aussi quand c'était l'URSS. Papa travaille ici au port, mais les bateaux ne viennent plus. On aimerait qu'il y ait du travail. Le port de Mariupol est en effet le premier affecté par la crise. Il était spécialisé dans l'exportation des 2 grandes aciéries de la ville et des céréales des fameuses terres noires d'Ukraine. Mais les armateurs n'aiment pas prendre de risques et l'incident du mois de novembre ainsi que la construction du pont ont eu de terribles conséquences. Le port a perdu les 2/3 de son trafic, seulement 4,5 millions de tonnes aujourd'hui et il ne fonctionne plus que 4 jours par semaine. Les quais sont presque vides, beaucoup de grues immobiles. Et son directeur explique, schéma à l'appui, que les plus gros navires ne peuvent plus passer puisque le pont est trop bas, 33 mètres de tirant d'air. Je pense que la stratégie de la Fédération de Russie est de provoquer une stagnation économique de la région, de l'étouffer, de la mettre en crise. Parce que la perte du marché du transport de marchandises par cargo a pour conséquence la perte d'emploi pour les gens d'ici, des problèmes sociaux. Nous savons tous que si nous devons licencier des gens, c'est un problème sérieux pour la région. Les 2 grandes usines métallurgiques de Mariupol, Azovstal et Ilitcha,
ont aujourd'hui des difficultés pour exporter leur production par la mer. Et si elles ferment, toute la ville en crise sera menacée. Car les autorités ukrainiennes savent que le risque est que la ville tombe dans les mains de la Russie comme un fruit trop mûr. La population de Mariupol est en effet partagée. Certains se définissent comme des patriotes ukrainiens, mais beaucoup d'autres constatent que l'on vit mieux en Russie. C'est très dur la vie à Mariupol. Le chauffage, le gaz, tout est cher. Les salaires sont très bas, les retraites aussi. Les jeunes, oui, ils quittent le pays, la plupart d'entre eux. Où vous pouvez travailler ici? Tout ferme. La Russie, c'est la Russie. L'Ukraine, c'est l'Ukraine. C'est mon pays, j'en suis fière, je l'aime. J'aime mon pays, je suis une patriote. Moi, je vous garantis que la moitié des habitants de Mariupol prendra un passeport russe si on leur propose. Moi, je vis à Mariupol depuis bien longtemps et je peux vous dire que les gens d'ici, ils détestent l'Ukraine. Ils n'aiment pas l'Ukraine. À quelques kilomètres de Mariupol, c'est la guerre. Un conflit qui dure depuis 5 ans et a déjà fait, selon l'ONU, 13 000 morts des deux côtés. Le village de Pavlopil n'est qu'à 500 mètres du front. Dans la zone rouge, on y entend souvent les mitraillettes crépiter. Officiellement, la Russie n'a rien à voir, mais tout le monde sait que les séparatistes de l'Est de l'Ukraine sont aidés par Moscou. Et la population qui est restée se demande si elle ne vivrait pas mieux ailleurs, pourquoi pas en Russie. Où on vit le mieux? Quelqu'un qui est venu m'a dit qu'on vit mieux en Russie qu'ici. Là-bas, il y a de belles routes, de grands immeubles, des chantiers de construction. Là-bas, il y a tout. On est abandonnés ici, on nous laisse seuls. Toutes les maisons sont vides. Il n'y a que des soldats. Les autorités ukrainiennes ont réagi en essayant d'améliorer le quotidien des habitants de Mariupol, à l'image de ce tout nouveau parc au centre-ville. Difficile d'imaginer que la ville est sous la menace permanente des armes russes. Parmi les militaires ukrainiens qui y sont basés, il y a des héros nationaux comme Yulia Payevska. Son nom de guerre est Taïra. Elle s'est fait remarquer en portant secours à des milliers de soldats au front. Ce pont construit par les Russes, elle en rigole. C'est tout l'art de faire d'une construction d'ingénieur un symbole, de l'utiliser comme un outil de propagande. Mais lorsque la Crimée sera de retour en Ukraine, il nous sera bien utile, à condition qu'ils soient toujours debout, si leur calcul d'ingénieur était correct. Mais je souhaite beaucoup de prospérité et de bonheur au peuple russe. Et s'il vous plaît, dites au camarade Poutine que je vais bien. Pour bien effacer le passé soviétique, même les statues des pionniers ont été repeintes aux couleurs de l'Ukraine. Tout autour de la ville, l'armée est prête en cas d'invasion par la Russie. D'un côté, un pays en guerre, assiégé. De l'autre, la Russie qui peut tranquillement et gratuitement laisser les visiteurs traverser le pont pour assister à Kertch à un événement devenu essentiel dans la stratégie de Vladimir Poutine, la commémoration du 9 mai 1945, la victoire dans la Grande Guerre patriotique. On est revenu au temps glorieux de l'URSS et de ses défilés toujours impressionnants. Les derniers vétérans de Kertch, ville héros, sont là malgré la météo. Ils sont heureux, tellement choyés par le régime.
Même avec ce temps pluvieux, l'administration de la ville a tout organisé de façon parfaite. C'est très bien. Dans son bureau, le maire de Kertch porte le ruban de Saint-Georges, symbole du patriotisme russe, objet interdit en Ukraine. Lui qui a travaillé au port, il sait que la situation y est difficile du fait des sanctions occidentales. Mais avec le pont, la ville va changer. Il faut reconnaître que ces 5 dernières années, il y a eu des débuts difficiles. Mais aujourd'hui, Kertch est passé du statut d'impasse à celui de porte d'entrée de la Crimée. Cela nous a apporté un incroyable dynamisme et des possibilités de développement. Et il a tenu à nous montrer cette épée offerte par Poutine en personne. Il y est écrit « Celui qui viendra chez nous avec un sabre périra par le sabre ». Chaque ville honorée du titre de héros de la Fédération de Russie a reçu un sabre comme celui-là, symbole de la mémoire et de la commémoration de ce qui s'est passé entre 41 et 45. Et tant que cette mémoire est vivante, nous sommes invincibles. Une rhétorique de plus en plus guerrière dans laquelle la population se reconnaît, surtout depuis que le régime a repris à son compte le défilé très populaire qui suit la parade militaire, le Régiment Immortel. Tous les Russes sont appelés à marcher en portant la photo d'un de leurs ancêtres qui s'est battu pendant la guerre ou même simple civil. C'est ma mère. À l'âge de 16 ans, elle s'est enfuie de la maison et elle faisait des allers-retours avec le front. Elle n'est plus de ce monde, mais on en conserve le souvenir. Et les Russes pensent que l'Ukraine, en ne commémorant pas avec un tel faste la victoire, est moralement affaiblie. Personne ne vous dira ouvertement qu'ils regrettent la Crimée d'avant 2014, mais beaucoup regrettent le temps où les deux pays vivaient ensemble. Bien sûr qu'on y pense, c'est terrible. On n'a jamais pu imaginer ça, c'est notre peuple le plus proche. Excusez-moi. Regardez, c'est ma grand-mère et mon grand-père. Vous voyez, ils étaient sur le 4e front ukrainien. Mon grand-père était né dans la région de Donetsk. Alors pour moi, je ne peux que regretter que l'on ne fête pas ce jour ensemble. Est-ce qu'on pense à l'Ukraine aujourd'hui? On reconnaît leur choix, c'est leur choix. Ils font ce qu'ils pensent être juste pour eux. Qu'ils vivent leur vie, on les soutiendra s'il le faut. Le 9 mai, c'est aussi l'anniversaire d'Alexandre, le pêcheur de crevettes sous le pont. Pendant que la télé retransmet le défilé du Régiment Immortel de Moscou avec Vladimir Poutine qui porte la photo de son père, on trinque à table. Je pense que nous devons porter un toast à l'amitié entre les peuples. Au jour de la victoire. Quand on a voté, on a eu le choix. Rester en Ukraine, l'indépendance ou le rattachement à la Russie. Et le pourcentage au référendum a été tellement important. Nous qui vivons ici, on peut témoigner d'une chose. Il n'y a eu aucune violence, ni diktat ou pression de la part de la Russie avec ce vote. Le soir venu, ils assistent à une reconstitution de la guerre avec chaque année plus de faste. La Russie de Vladimir Poutine estime être seul dépositaire de ce glorieux passé. Sur les hauteurs de Kertch, on ne pense plus à l'Ukraine. En décembre 2019, quand le deuxième pont sera terminé, tout sera éclairé aux couleurs de la Russie. Les navires ukrainiens subiront une nouvelle humiliation, passer sous les couleurs du pays frère, devenu ennemi.